Bon, rebonjour. Donc, avec quelques minutes de retard, nous reprenons notre journée de réflexion sur la violence. Et le panel de cet après-midi s'intitule « Écrire la violence ». Nous avons la chance d'avoir des littéraires aussi parmi nous, puisque souvent les sciences sociales ne les sollicitent pas. Et on va commencer tout de suite par Fares Haram, qui est un poète irakien. Et vous savez sans doute que l'Irak, les Irakiens se targuent d'être le berceau non seulement des civilisations, mais aussi de la poésie arabe. Et donc tout de suite, on commence par la présentation de Fares. Je vous remercie infiniment, cher Leloy. Je vous salue, mesdames et messieurs. Je remercie les organisateurs de ce séminaire. Moi, j'avais compris que cette table ronde serait consacrée à la culture face à la violence. Comment la culture pourrait-elle aborder la violence à la lumière de ce qui s'est passé en Irak pendant ces dernières années? Ceux qui connaissent l'histoire de l'Irak doivent savoir que ce qui s'est passé après 2003, comme tension, violence, donc ce qui s'est passé à ce niveau n'était pas le résultat de ce qui s'est déroulé en 2003. C'est vrai qu'on a mis un terme on a éliminé un régime, celui de Saddam Hussein. Mais là, des centaines de milliers de fonctionnaires ont perdu leur travail, ainsi que des dizaines de milliers d'autres personnes qui travaillaient d'une façon directe ou indirecte pour l'État. Quel était donc le résultat de ces licenciements massifs? Que voulait dire cette démarche, ces licenciements massifs? C'était renvoyer des gens qui travaillaient, qui avaient un boulot, et ces gens qui se sont retrouvés sans travail ont prêté main forte aux islamistes. Il y a une structure profonde au sein de la société irakienne qui a engendré la violence. Et moi, je ne suis pas d'accord avec mon collègue Omar Mohamed qui a parlé lors de la première table ronde et qui a déclaré qu'à Mossoul, les citoyens irakiens avant 2003, les citoyens ne se présentaient pas par leurs identités secondaires. Et par conséquent, il n'y avait pas de tension entre les différentes minorités, communautés religieuses. C'est ce que j'avais compris de ces propos. Mais à vrai dire, l'histoire du Moyen-Orient est une histoire faite de tensions violentes. En Irak, par exemple, nous avons une histoire de confrontation sanguinaire entre chiites et sunnites, en particulier à l'époque où les Safavides étaient en Iran, en Perse, et les Ottomans à la tête de leur empire. Donc l'Irak, c'était leur champ de bataille. Et il y a donc une histoire de violence sanguinaire entre les Assyriens et les Kurdes, entre les Turkmènes et les Kurdes également. Ces violences pouvaient être collectives ou individuelles.
Il y avait des conflits également et des violences entre les chrétiens et les musulmans, entre les Arabes et les Kurdes. Donc, une histoire de conflits. Les intellectuels irakiens sont d'accord pour dire que le problème principal de l'Irak, c'est le fait de favoriser l'identité secondaire par rapport à l'identité nationale, qui est plus globale, plus générale. Les conflits viennent de ces identités secondaires. C'est là où réside le problème. Le problème, comme le disent les intellectuels irakiens, la violence est initialement culturelle et rien d'autre. Il ne s'agit pas d'un conflit économique ou autre. Il s'agit de concepts. Le concept de la justice pour chaque communauté nécessite qu'il y ait vengeance pour que cette justice soit réalisée. Pour faire justice, je dois annuler l'autre, je dois l'anéantir. S'il n'est pas parti de mon identité, si son identité ne fond pas dans la mienne, voilà, c'est la base culturelle qui constitue un point de départ pour la violence en Irak depuis beaucoup d'années. Et moi, je suis témoin de beaucoup d'initiatives dont je faisais partie parfois, et j'ai été témoin aussi d'initiatives d'intellectuels dans plus d'une ville irakienne. Et donc, les intellectuels disaient que l'origine de la violence est culturelle. Donc, pour faire face à la violence, il faut lui opposer la culture. On essayait de remédier en adoptant des programmes et une façon de travailler. Avec mon ami Saloum, nous avions beaucoup de projets. Il a parlé, il a demandé à la communauté internationale, à l'Europe et spécifiquement à la France, à la société française, de proposer des projets à long terme pour une période de transition longue en vue d'instaurer la paix. Mais l'État irakien et toutes les institutions irakiennes n'ont pas jusqu'à présent présenté une seule initiative ou un seul vrai programme dans ce sens-là, susceptible de changer la culture de la violence en Irak. Les programmes scolaires, et jusqu'à maintenant, au sein du ministère de l'Éducation, n'a essayé de rien changer. On perçoit dans ces programmes scolaires un appel à l'annulation, à l'anéantissement de l'autre, à la promotion de la violence. Moi, je me rappelle bien quand Saddam Hussein a été arrêté et présenté au tribunal, nous avons demandé et réclamé un procès culturel à l'encontre de Saddam Hussein et pas un procès juridique. Et nous disions quand le jugement sera prononcé et le jugement des tribunaux dans le cadre juridique, quand le jugement se sera prononcé contre Saddam, il va falloir introduire un jugement culturel. Et nous avions, par exemple, il faudrait présenter Saddam Hussein à une salle où il n'y aurait que des veuves de guerre. Et quel aurait pu être l'impact de cet acte-là? Donc,
J'ai une montre, madame, ne vous inquiétez pas. Parmi les programmes que nous avions proposés concernaient les programmes scolaires qui promeuvent la violence, l'éducation des enfants, le cadre législatif en Irak qui favorise la discrimination et ferait le chemin à la pratique de la violence, à l'exercice de la violence. Je citerai aussi les stéréotypes historiques de clans contre d'autres, de certains clans contre d'autres clans. Nous avons besoin du jugement. Nous avons besoin de revoir les livres, les manuels d'histoire qui, de leur côté aussi, appellent à anéantir l'autre. Donc, nous n'avons devant nous que la solution culturelle. Et comme je vous l'ai déjà dit, nous avons proposé des programmes, nous avons fait des propositions au gouvernement prônant la culture, la diffusion de la culture, mais nous n'avons pas été écoutés. Nous avons réclamé des études dans toutes les disciplines, la réforme du système d'éducation, sensibiliser la société, pas par l'école uniquement, mais par la façon de se comporter et de vivre en société. Et donc, moi, je pense que la solution culturelle est le point de départ pour confronter la violence. Et sans cela, il n'y aura pas de solution à ce qui se passe en Irak. Au contraire, nous allons être témoins d'une résurgence de la violence. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Fares, de remettre la culture au centre et d'insister sur le fait qu'effectivement, le legs de la dictature persiste surtout dans le domaine culturel, qu'on retrouve pas mal de schèmes de la violence. Depuis 2003, on retrouve pas mal de schèmes qui nous font penser à ce que fut la violence sous le régime de Saddam Hussein. Notamment, ce qui me frappe, c'est le fait qu'on exhibe toujours qu'on pratique toujours les aveux télévisés des prétendus terroristes qu'on nous montre à la télévision irakienne, sans aucun ménagement ni respect des droits élémentaires ou de la présomption d'innocence. Sans tarder, je passe la parole à Fourat El-Hani, qui est l'auteur d'un livre que je vous recommande fortement, Parfum d'Irak, et je le laisse nous en parler et nous parler de son expérience et de son Irak. Fourat. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour à tous, merci beaucoup de l'invitation. Alors en fait, pour être vraiment vrai sur mon parcours, moi j'ai des parents irakiens, je suis né en France et j'ai eu la chance de voir l'Irak, je dirais dans la seule année de paix de ces 30 ou 40 dernières années, en 1989. C'est l'année à laquelle je découvre mon pays d'origine. Et puis ensuite, durant l'embargo, durant ces 12 années d'embargo, je suis retourné à peu près tous les ans en Irak, où j'ai vu le pays petit à petit sombrer, jusqu'à ensuite devenir journaliste au moment de l'invasion américaine en Irak. Et donc je suis installé avec l'idée de rester 6 mois, et finalement je suis resté 5 ans sur place entre Bagdad, Fallujah et le nord, ainsi que le sud, pour couvrir les événements. En faisant mon métier de journaliste, j'avais toujours avec moi ce bagage irakien, cette proximité avec les Irakiens, avec ma famille, et qui m'a permis d'avoir un regard assumé et subjectif sur l'Irak,
sur l'actualité irakienne. Et donc ça m'a amené, on va dire, peut-être près de 15 ans après la couverture des événements en Irak, à livrer un témoignage très personnel, très intime, sur mon Irak. Et je précise mon Irak parce que je n'ai pas la prétention de dire que mon point de vue est celui qu'il faut adopter. C'est un point de vue assumé d'un franco-irakien dont les parents sont originaires de Fallujah et qui a voyagé du nord au sud au pays. Un témoignage, on va dire, intime, qui, je l'espère, à travers des petites histoires, raconte un petit peu la grande. Et donc, pour être très concret, j'ai livré un témoignage par provocation sur un réseau social qui s'appelle Twitter, pour la simple et bonne raison que je trouvais qu'on dépeignait l'Irak uniquement à travers le prisme de la violence, uniquement la violence, qui est réelle à différents moments de l'histoire. Mais j'ai tenu à raconter l'autre versant en fait de l'Irak, celui que j'ai connu enfant, puis adolescent et ensuite adulte. Et donc sur Twitter, comme un contre-pied à l'actualité qui va trop vite et qui ne distribue que des chiffres, qui ne dénombre uniquement que les attentats. Et ce qui m'a intéressé, alors ça peut sonner un peu comme un cliché, mais c'est vraiment les gens que j'ai eu la chance de côtoyer durant toutes ces années. Et donc ce sont des petites anecdotes que j'ai compilées qui ont formé un livre et une série animée qui s'appelle Le Parfum d'Irak, où je raconte de manière assez sensorielle, parce que j'ai une mémoire olfactive entre autres, mais donc par les odeurs et les goûts et les événements, mon Irak. Et la conclusion, en tout cas, je dirais, de ce témoignage est qu'à la fois, lorsqu'il s'agit de la violence ou d'une actualité qu'on juge trop partiale, il est ultra important d'écrire et de livrer un témoignage au plus près des gens. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur l'Irak. Alors je pense que j'ai vraiment pas le temps de développer en tout cas ce qu'il y a dans le livre, mais voilà, c'était important pour moi de présenter la démarche de ce témoignage. Merci Fouad. Tu avais encore quelques minutes de plus. Si tu as quelques minutes de plus, si tu le souhaites. Oui, oui. En fait, puisqu'on parle de la violence, d'accord, ça marche. Puisqu'on parle justement de la violence et du fait d'écrire, j'ai remarqué en tout cas moi que dans ma famille et de manière plus générale dans la société irakienne, notamment après 2003, mais aussi durant le régime de Saddam Hussein, il est très difficile de parler de ça. De parler de ça avec ses proches, avec sa famille. On est souvent confronté, ça a été mon cas pendant des années, et c'était assez frustrant, parce que j'étais à la fois là en tant que membre d'une famille, mais aussi en tant que journaliste, et j'avais besoin de témoignages au plus près. Et c'était assez frustrant d'être confronté au silence. Et je pense que ça témoigne aussi d'un système d'oppression qui a duré trop longtemps en Irak, on le sait, depuis des décennies. Mais il est important, je pense, d'aller dans le détail et de mettre en lumière que cette violence ne vient pas uniquement du régime de Saddam Hussein. On ne va pas refaire l'histoire ici, mais lorsque les troupes britanniques ont occupé Bagdad en 1917 et qu'ensuite elles ont installé un roi qui ne venait pas d'Irak, il y a une sorte de fossé qui s'est installé entre une nouvelle élite à Bagdad et les Irakiens, qui, à l'époque en majorité des ruraux, qui n'ont pas accepté cette présence. Et donc, quelque part, la violence est aussi née de cet état de fait. Et on le sait, au fur et à mesure des années, différents régimes se sont installés, il y a eu des coups d'État. Et je me souviens très bien de ce que me racontait mon père de la révolution de 58 en Irak, avec cette violence inouïe qui, du jour au lendemain, a fait surface dans la rue. Mon père avait 14 ans à l'époque. Et il me racontait cette violence à la fois physique, parce qu'on sait ce qui s'est passé, on sait que des corps ont été
traînaient dans la rue et que des gens hurlaient des slogans très très violents. Et il est intéressant de noter qu'à partir de 58, même le dialecte irakien a été impacté par cette violence. Et les Irakiens, de manière générale, vraiment pour ne pas, comment dirais-je, aller trop dans le détail, mais de manière générale, cette idée que le pouvoir ne peut être pris que par la violence s'est installée petit à petit. Et on a vu cela jusqu'à l'arrivée de Saddam Hussein au pouvoir. Et il a été vraiment compliqué, en tout cas pour mon père et pour la génération de mon père, donc ceux qui ont vécu la révolution de 58, de pouvoir exprimer et analyser cette violence au sein de l'Irak. Il a très souvent fallu que ces personnes, comme mon père, qui sont passées par la prison en Irak pour avoir été opposants politiques au régime de Saddam Hussein, il a fallu quitter le pays pour pouvoir enfin exprimer cette violence, que ce soit par l'écriture, que ce soit justement par la poésie, qui est très chère aux Irakiens, ou toute autre forme tout autre médium, en fait. Et de manière vraiment humble, ma démarche première dans ce témoignage, dans ce livre et dans cette série qui s'appelle Le Parfum d'Irak, est justement d'essayer de casser cette dynamique et de proposer un témoignage vrai et brut sur la société irakienne, encore une fois que ce soit la violence ou également les moments de joie, des moments de paix, des moments plus humains. Voilà, donc je pense qu'il est important de communiquer là-dessus et de livrer un récit qui englobe tout, parce que l'Irak est trop résumé à la violence, aux chiffres, aux attentats, au nombre de morts, et pas assez axé sur la vie. Voilà. Merci Follad pour ce témoignage, de vie qui rend justice aussi aux familles irakiennes et aux familles irakiennes qui ont subi la violence et l'exil. Et sans tarder, nous quittons le Levant, nous quittons la Syrie et l'Irak pour aller au Rwanda. Et je donne la parole à Laurent Larcher, qui est journaliste à la Croix et qui est surtout l'auteur d'un excellent ouvrage qui vient de paraître, Rwanda, il parle, dans lequel il a recueilli les témoignages des principaux protagonistes côté français du génocide rwandais. Merci à vous. Alors, je risque d'être un peu plus long que 10 minutes, 12 minutes, mais Jacques Semelin me doit 2 minutes. On a eu un débat cette semaine. Pardon. J'ai commis... pardon. En fait, c'est Afra. Oui, allez-y, Afra. Pardon, je m'excuse. On ne quitte pas le Levant et on est loin d'avoir épuisé le répertoire de la violence. Je donne, pardon Laurent, je suis désolée. Donc je donne la parole à Afrah Shawqi, qui est journaliste irakienne et que la violence l'a poussée à l'exil en France. Elle va nous parler j'imagine, de la façon dont les médias irakiens ont subi aussi et alimenté la violence. Merci à Afrah et toutes mes excuses pour ce départ précipité du Levant. Merci beaucoup pour cette présentation, apparemment comme si on ne voulait pas quitter la violence de la région du Moyen-Orient. J'espère que je ne serai pas donc très lourde dans mes propos. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les organisateurs de ce jour et j'espère que la violence soit quand même refusée par tous. Je voudrais quand même vous présenter mon point de vue sur comment le régime irakien a utilisé les moyens, les médias, afin justement d'utiliser et de faire régner ce qu'il voulait. Voilà, j'ai retrouvé donc en France le recours que je cherchais en quittant mon pays à moi
et à mes enfants. Je me rappellerai toujours cette sombre journée le 26 décembre 2016, lorsque ma maison a été envahie par une force armée qui a ligoté mes petits-enfants sous mes yeux en justement attaquant les membres de ma famille, en me traînant par mes cheveux et en me jetant dans une prison pendant 9 jours. Donc, j'ai connu personnellement cette violence et j'ai été aussi victime de ce discours de haine. Je l'ai senti, je l'ai vécu dans ma chair. À ce jour, je vis encore donc ce qui s'est passé et je me demande à ce jour comment j'ai pu y échapper, comment j'ai pu quand même pouvoir m'échapper de ce cauchemar. Certains médias connaissent mon histoire et j'en profite ici. Je saisis cette occasion pour remercier les journalistes et les communicants et toutes les personnes qui ont été à mes côtés, qui m'ont aidé, qu'ils soient chaleureusement, sincèrement remerciés, qui nous ont tendu la main à moi, à mes enfants, pour recouvrer la vie, pour recouvrer la liberté. Tout le monde était certain, mes proches étaient certains que j'avais péri, car personne ne sortait vivant de ces geôles terribles. Mais grâce à cette large campagne à l'intérieur même de l'Irak en ma faveur. Mais je remercie également les Français qui m'ont soutenu, que ce soit parmi les organes de presse ou ailleurs. Bien évidemment, je ne savais pas, moi, ce qui se passait à l'extérieur. J'étais, comme je vous l'ai dit, jetée dans cette geôle pendant 9 jours. C'est des choses terribles, vraiment terribles, ce que j'ai pu vivre dans cette geôle qui mesurait 3 mètres sur 2, je pense, bien sûr sans fenêtre. Je n'étais pas seule. Disons que je n'étais pas la seule à avoir été donc jetée dans cette geôle. Car témoignait beaucoup d'écritures sur les murs de ceux qui m'avaient précédé dans cette terrible geôle. Permettez-moi juste de me présenter brièvement. Je suis journaliste irakienne. Je travaillais dans la presse écrite. J'aimais la presse, j'adorais mon travail. Je considérais que c'était vraiment la voix de ceux qui n'avaient pas de voix. J'ai écrit sur la paix, sur l'art, sur l'amour, sur l'enfance. Et bien évidemment, j'étais très heureuse, j'étais très fière si mes écritures pouvaient changer quelque chose dans notre société. Dans mon écriture, justement, je visais en premier les jeunes pour justement les appeler, les convier à œuvrer pour la paix et à refuser la violence. Je n'imaginais pas une seconde que j'allais être moi-même victime de cette violence. Pendant ces 9 jours où j'étais emprisonnée, j'ai été témoin direct de ces discours de haine, la haine de tout ce qui avait, de tout ce qui pouvait, de tout ce qui osait s'élever ou se lever contre le discours ambiant. Juste pour vous dire, l'un de mes geôliers, je l'entendais quand il priait 5 fois par jour. Donc, moi, j'ai été emprisonnée au nom de ma traîtrise contre ma patrie, contre justement tout ce que j'ai fait, alors que j'étais une journaliste des armées. C'est tout ce que je faisais. Pendant 9 jours, j'ai subi des interrogations, des violences sanglantes, des interrogatoires. Je me rappellerai encore jusqu'à ce jour à quel point c'était terrible, jusqu'au jour vraiment où, grâce à la campagne qui a été lancée en ma faveur, je fus donc libérée. Et
À la seconde même où j'ai été libérée, je ne croyais pas une seconde que mes enfants étaient encore en vie. Bon, bien évidemment, bien sûr, à cette époque-là, après ma libération, alors, on a fait courir la rumeur, comme quoi, non pas la rumeur, mais l'affirmation comme quoi c'était une pure invention de ma part, c'est-à-dire mon emprisonnement, mon interrogatoire violent et sanglant pendant 9 jours, c'était vraiment une pure invention. J'ai inventé cette histoire pour me rendre intéressante et pour justement voir mon nom répété ici ou là. Beaucoup a été dit sur mon histoire, mais permettez-moi aujourd'hui de justement m'appuyer sur ce qui a été écrit par l'Observatoire de l'Irak, c'est-à-dire qui avait parlé de mon histoire comme étant le résultat direct de ce discours de haine. Après avoir été libérée, j'ai lu, relu encore tout ce qui a été écrit avant et pendant la période où j'ai été emprisonnée. Et ce qui m'a frappé, je me suis rendu compte à quel point il y avait quand même des écrits appelant à l'exercice de la violence contre moi, me décrivant comme étant une dangereuse traîtresse qui mérite vraiment d'être traitée de la pire des manières. Donc, mon kidnapping a été justifié comme étant justement par ma traîtrise. À l'époque, le premier ministre Ali Badi avait lui-même dit qu'il y avait une décision politique concernant mon emprisonnement et mon kidnapping. Certains des écrits que j'ai donc relus, surtout ceux de l'Observatoire irakien, expliquaient que c'était justement ces appels à la violence, ces discours de haine étaient justement jetés dans cette geôle terrible. Alors, lisant ce que j'ai lu, m'assurant et constatant à quel point justement j'étais une cristallisation d'une certaine haine, j'ai décidé de quitter mon pays avec mes enfants. Ces menaces dont j'étais l'objet, eh bien, elles étaient adressées pratiquement à tous les journalistes, et ce, sur une base quotidienne. Souvent, bien sûr, on rigolait, on n'y prêtait aucune attention à ces menaces. On disait, oh, c'est que vraiment du blabla. Bien au contraire, quand j'ai été donc kidnappée et emprisonnée, je me suis rendu compte à quel point ceci était vrai, car le discours de haine avait atteint son paroxysme, en tout cas un paroxysme, une haine qui s'est cristallisée sur l'information, sur les journalistes, sur tous ceux qui, justement, usaient de l'information pour dire ce qui se passait. C'est-à-dire, ce discours de haine avait créé l'environnement propice afin justement de pousser ceux qui avaient justement pratiqué cette violence terrible, à faire ce qu'ils faisaient sans aucune, en tout cas en toute impunité. On m'a dit donc précisément, il dit lorsque justement tu prendras la parole dans une conférence de presse que tu as été justement emprisonné par une force très puissante, une force très bien organisée, une force qui pourrait faire tout ce qu'elle veut, car elle est plus organisée que le gouvernement, plus puissante que le gouvernement. Je laisse l'Observatoire de l'information en Irak pour passer maintenant à mes préconisations, en tout cas à mes recommandations sur comment on peut justement nous débarrasser de ce discours de haine.
Il faudrait tout d'abord justement demander au pouvoir judiciaire de faire le nécessaire afin justement de présenter devant les tribunaux non seulement les criminels et justement ceux qui ont commis des crimes de sang, mais également les crimes financiers, les crimes de col blanc. Il faut également penser à traduire en justice tous ceux qui ont été les instigateurs et ceux qui ont quand même adressé ce discours de haine contre des groupes, et non pas seulement contre des individus, contre des groupes, contre des communautés, etc. Écoutez, en un mot, je peux dire que, en un mot, nous avons besoin de vous tous qui êtes présents ici. Nous avons urgemment besoin de vous. Les citoyens irakiens, quels qu'ils soient, ont besoin d'une voix internationale. Nous n'avons plus aucune confiance dans les organisations locales. Nous avons besoin de cette voix internationale. Cette voix internationale qui justement traduira, qui répercutera ce que nous vivons, et ceci pour démontrer que les Irakiens ne sont pas seuls, mais bien au contraire, qu'ils sont soutenus également par le monde entier. Pour ce témoignage glaçant qui nous oblige à garder en tête que, d'une part, les journalistes irakiens n'ont cessé depuis 2003 de payer un lourd tribut à la violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle émane. Et d'autre part, le fait que les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui est très utilisé en Irak, Facebook est ce qu'on appelle en Irak les armées électroniques, al-Juyush al-Elektronia, sont souvent véhiculent souvent non pas un discours de citoyenneté, mais au contraire un discours de haine de l'autre et de haine de l'autre confessionnel en particulier. Donc sans tarder maintenant, avec toutes mes excuses, je passe la parole à Laurent, qui ne va pas nous remonter le moral, puisqu'on va directement au Rwanda. Clairement. Non. Donc je disais, si je déborde de 2-3 minutes, Jacques Semelin me doit 2-3 minutes. Nous avons animé un débat cette semaine et il a débordé de 3 minutes sur mon intervention, donc je réclame ces 3 minutes de plus. Absolument. Non, mais sérieusement. On parle donc d'un sujet évidemment extrêmement grave, sans doute le plus grave. Écrire sur la violence. Alors comme vous le savez, le mot n'est pas la chose. Je ne suis pas le premier à le dire. Et comment dire ? Et c'est toute la difficulté et l'enjeu posé par l'écriture face aux choses, à la chose. Tout notre travail, journaliste, écrivain, scientifique, va consister à réduire le plus possible la distance entre le mot et la chose, et cette chose. Et de quelle chose parle-t-on ? De quel type de violence parle-t-on ? Moi, je vais parler de la violence de guerre. C'est celle qui, évidemment, déchire le Proche-Orient, c'est celle qui déchire une partie de l'Afrique. La guerre, la violence n'est pas propre au Proche-Orient. Elle est, je dirais, propre à la condition humaine. Et qu'est-ce que c'est que cette violence ? En quoi cette violence est-elle extrême ? Moi, mon expérience m'a appris qu'elle est évidemment une dynamique. Au fond, il faut bien comprendre que dans la guerre, tout est mis en place tout est mis en œuvre pour vous tuer. C'est ça l'expérience de la guerre. C'est l'expérience de la destruction de l'autre, mais de soi. C'est l'expérience de se savoir une cible. La cible de ceux qui veulent vous tuer, c'est tout simple. C'est pas simplement la guerre, c'est pas simplement risquer sa vie, c'est déjà ça, bien entendu. C'est pas aussi tuer l'autre, c'est ça la guerre, hein. Il s'agit de tuer l'autre. Mais c'est peut-être l'expérience la plus redoutable que l'on fait à la guerre, c'est de se savoir la cible de ceux qui veulent vous tuer, d'une proie. Vous êtes une proie. Non seulement vous, mais alors en plus, moi je suis journaliste, donc je ne risque que moi, si je peux dire. Mais pour ceux qui vivent la guerre, c'est pas simplement eux-mêmes, mais c'est aussi leurs proches, c'est-à-dire leurs parents, leurs femmes, quand on est un homme, leur époux quand on est une femme, leurs enfants. C'est la chose la plus terrible, je crois.
il y a comment dire, l'un des plus beaux textes de la littérature mondiale, enfin à mon sens en tout cas, l'explique merveilleusement bien. Vous savez, c'est dans l'Iliade, lorsque le roi Priam va réclamer le corps à Achille, le corps de son fils. C'est ça la guerre. Dans la vie normale, ce sont les enfants qui enterrent les pères. Dans la guerre, c'est bien souvent les parents, les pères qui enterrent les enfants. Alors, je dirais que ceux qui écrivent sur ça, me semble-t-il, sont de deux espèces. Enfin, on peut les classer dans deux catégories. Il y a ceux qui ont croisé la violence, et en général, ils en sont toujours les prisonniers. D'ailleurs, on entend dans leur discours, on a bien vu ce matin, tout à l'heure, aujourd'hui, à l'instant, il y a un accent propre de celui ou de celle qui a été confronté à cette extrême violence. Je dirais comme les enfants violentés dans leur enfance, enfin comme les enfants violentés par des adultes, quand ils deviennent eux-mêmes adultes, ils se reconnaissent entre eux sans dire les choses. Mais on sait, presque toujours. Et puis il y a ceux qui n'en ont pas une expérience directe, qui n'ont pas vraiment, je dirais, l'expérience existentielle, je dirais presque ontologique de cette violence. Leur parole n'est pas illégitime, bien entendu. Je dirais même qu'elle est évidemment indispensable. Protégés de cet ébranlement, de cette pénétration, de cet empoisonnement, de la violence de guerre sur eux, ils sont sans doute plus disposés que nous, que ceux qui ont été les témoins, les victimes, je crois, à l'analyser, à la décortiquer, à la classifier, à la rendre intelligible. De mon côté, parce que sans doute j'en ai été le témoin privilégié, ça fait à peu près 25 ans que je couvre les zones de guerre, avec des hauts et des bas, mais enfin, il y a des années où je traverse 3-4 guerres, quand même. Donc, oui, j'en ai quand même été, je crois, le témoin privilégié, aussi la victime, et je dois le confesser, aussi l'agent de cette violence. Donc moi, je n'ai plus sans doute le goût de la rendre d'abord intelligible, cette violence. Vraiment, je ne veux pas la rendre intelligible. Quand j'étais étudiant, oui, bien sûr, mais plus maintenant. Je dis cela et en même temps, je lis, je relis, je relis les grands textes écrits sur ces questions-là, sur cet objet-là. Et en plus, ils me font du bien. Donc. C'est, par exemple, évidemment, la lecture de Purifier et détruire de Jacques Semelin. Moi, je l'ai lu, relu. Si vous voyez, c'est un livre de poche. Il est annoté quasiment sur toutes les pages. Mes enfants sont obligés de le lire si elles veulent, j'ai 3 filles, si elles veulent venir dîner à la maison. Non, je l'offre à tous ceux que j'aime, que j'apprécie. Donc, évidemment, je ne fais pas la croix sur ces textes-là. Mettre des mots, ranger, ordonner, structurer le rapport à la violence, les dynamiques, les processus, les passages à l'acte, l'exercice intellectuel, autrement dit, l'appel à la raison sont indispensables, bien sûr, mais à mon sens, ils ne sont pas suffisants. À mes yeux, non. Pourquoi ? Comment écrire sur la violence et pourquoi écrire sur la violence ? Personnellement, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre et dans d'autres livres et un peu dans l'exercice de mon métier de journaliste, je cherche la forme adaptée à ce que je souhaite faire. Et qu'est-ce que je souhaite faire ? Au fond, le fond du fond, c'est évidemment de traduire en mots une expérience. C'est d'essayer de plonger le lecteur dans une forme de réalité. Pourquoi je veux faire ça ? Mais parce que je veux, je le dis tout simplement, oui, je veux, je souhaite, je désire, j'essaye, j'ai ce projet, que ce lecteur, à son tour, soit marqué, frappé, blessé par ce dont il est question. Au fond, pourquoi ? Pour qu'il cesse de consentir à cette réalité. Pour qu'à son tour, il ne la tolère plus. Je repose la question du début de mon intervention. De quelle violence parle-t-on ici ? Je répète, celle qui est mise en place pour vous détruire. Cette dynamique, cette puissance, cette vague qui cherche à vous effacer, à vous anéantir,
Et si étrangère à notre société occidentale, libérale, la nôtre, celle de l'Europe, de l'Union européenne, qui est toute tournée, je crois, vers la production pour la consommation, qui vit pour le confort, qui me semble hors sol, qui cherche le simple et le doux, l'allégé et le non tragique. Oui, notre société est si étrangère à cette violence, je vous assure. Et d'ailleurs, si je fais une petite parenthèse, quand je vois des délégations de l'Union européenne ou bien des gentilles associations, je suis catholique, hein, mais catholiques européennes qui viennent en Centrafrique ou ailleurs pour expliquer, alors qu'ils n'ont jamais vraiment connu ce que c'est que la violence, comment sortir de la violence, la nécessité de se réconcilier, que c'est pas bien de se battre, je trouve ça tellement effarant et tellement indécent, et de toute façon, ça ne marche pas. Je ferme cette parenthèse. 3 minutes, c'est pas possible. J'en suis... Bon, alors j'accélère. Quel est le but? Pour moi, le but, c'est de la faire reculer, bien entendu, cette violence. Et je pense à Solon, vous savez, le grand grec Solon, à cette phrase magnifique à laquelle je pense quand j'écris. Il se commettrait peu de crimes si les témoins de l'injustice n'en étaient pas moins indignés que les malheureux qui en sont les victimes. Alors, comment la faire reculer? Un mot, juste ne pas la déréaliser. Je voulais vous développer ce point, comment ne pas la déréaliser, mais je vais en faire l'économie parce qu'il faut que j'aille vite. Mais concrètement, il faut la décrire, voilà, c'est tout. Il faut la décrire crûment, cette violence. Un homme et son fils sont lynchés devant moi parce qu'ils sont pris pour des musulmans par des chrétiens qui ont subi pendant 1 an leur joug. Eh bien, voilà, il faut voir ce qu'ils font à cet homme et à cet enfant, ce qu'ils font, ce que c'est que découper un enfant et un homme, ce que c'est qu'un corps éviscéré, la joie et l'excitation des tueurs sur les corps abandonnés, à leur toute puissance. Il faut voir ce que l'on voit, décrire ce que l'on voit, simplement, bêtement, interroger les tueurs, les spectateurs, oui, qui, pourquoi vous êtes là, mais pourquoi vous, pourquoi lui, publier leurs mots, leurs réponses, leurs réactions, simplement. Ces choses sont simples, hein, ils crachent, ils insultent, ils exultent, ils coupent une main, c'est simple, c'est réel, c'est souvent la fête. Je vous passe d'autres exemples de violences auxquels j'assiste, auxquels vous avez assisté pour ceux qui viennent du Proche-Orient. La question du génocide, comment rendre la parole des témoins d'un génocide sans amoindrir la parole? C'est des questions qu'on se pose quand on écrit sur ces questions-là, sans affadir ce dont il est question. Dans ce livre, moi j'ai choisi de livrer la parole telle qu'elle, la parole des interrogés, dans le nu de leur oralité, entendre les éclats de voix, les fautes, les répétitions, les silences, les lapsus, les mensonges, l'émotion, la folie, ne pas y toucher, ne pas la transformer, ne pas la rendre lisse, confortable ou aimable. Rien dans un génocide n'est lisse, confortable et aimable. Racontez le regard de celui qui désire vous tuer aussi. Racontez ce que c'est que d'être dans la position de celui que l'on veut détruire. Ce moment où vous avez atteint l'extrême limite, là, avant la bascule vers le plus rien. Écrire sur la violence, c'est affronter de face ce qu'est l'homme. Non ce dont il est capable, mais ce qu'il est. Un être, je crois, moi, pour la violence, pour la destruction, pour la mort de l'autre. L'homme n'est pas que ça, bien entendu, mais il est aussi ça. Et la méditation de l'histoire, la lecture des grands textes, à commencer par les grands textes grecs, de l'Iliade à Échille, à Sophocle et à Euripide, des textes bibliques, de toutes ces longues séries qui nous conduisent jusqu'à Primo Levi. Tous ces textes nous racontent la même chose, la destruction de l'homme par l'homme. Et vous savez quoi? Vous savez ce que l'on découvre quand on regarde cette violence en face? C'est que cela n'a rien d'inhumain. Non, cela est humain. Ce que l'on appelle la bestialité n'existe pas. L'horreur est humaine. Mais qui comprend cela s'il n'a pas vécu plusieurs guerres dans l'année, depuis des années? On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté, écrit Céline, dans Le Voyage au bout de la nuit. La lecture de Céline, la lecture de Primo Levi, la lecture de Conrad, la lecture de Faulkner, la lecture de Norman Mailer, de ceux qui ont vu, qui ont su voir, qui ont su écrire ce qu'ils ont vu, pour reprendre la formule de Céline, vous dépucelle. La marque de votre dépucelage, vous entrez à votre tour dans le temps de l'intranquillité. Quand je ferme les yeux, moi je vois 1000 personnes, j'entends 1000 voix,
Je ne suis jamais seul, je suis complètement seul mais pourtant je suis complètement seul dans ce cimetière qui vous habite nécessairement quand vous avez croisé tous ces morts. C'est ça, parler de la violence des autres. C'est accepter de se retirer du monde normal et confortable. C'est habiter, c'est admettre une forme de solitude absolue. Toutefois, les solitaires se reconnaissent entre eux. Parfois, les errants que sont les non-dupes, ont la chance de se trouver. Donc, à mon sens, écrire sur la violence sans que le lecteur puisse rejoindre cette intranquillité, c'est se tromper de sens. Écrire sur la violence, c'est permettre, et je terminerai là-dessus, au lecteur de devenir à son tour pas seulement un témoin de l'injustice, mais un proche de la victime, un parent, un familier. Si on y réussit, alors écrire sur la violence est un moyen de faire reculer cette violence, non de l'éradiquer, mais tout au moins de ne pas la laisser en paix. Et pour le lecteur, de changer radicalement de vie. Il se commettrait peu de crimes si les témoins de l'injustice n'en étaient pas moins indignés que les malheureux qui en sont les victimes, répète Solon. Écrire sur la violence, c'est prendre le risque de la prendre en pleine figure. Vous allez déranger, vous allez faire mal, vous allez dévoiler ce que l'on ne veut pas dire, ce que l'on ne veut pas voir, ce que l'on tait. Et pas simplement par les tueurs, par les gens armés, ceux qui tiennent le barrage que vous allez devoir traverser, qui attaquent le camp, qui dominent la ville. Ceux-là, ils vous menacent tout le temps, c'est simple. Mais il y a aussi les personnes concernées par vos écrits, les hommes, les femmes, de pouvoir. Ils se défendent, ils attaquent. Une petite parenthèse, hier soir à 21h, je reçois un coup de fil de bureau de Florence Parly, parce que Parly dans le livre, où je me fais savonner parce que j'ai osé publier ce qu'elle m'a dit texto sur le Rwanda. Mais vraiment, en me disant des choses inadmissibles, en m'intimidant, en me menaçant. Bon, moi, je risque pas ma vie. Mais voilà, c'est juste hier soir. Le livre est sorti hier. Je finirai par un dernier point, juste un dernier point. Écrire sur la violence, c'est la dernière chose, la seule chose qu'un écrivain puisse faire pour les victimes de cette violence. Que fait-il pour elles? Il les sort de l'abîme dans lequel les tueurs, les circonstances les ont plongés. Il leur rend, on essaye de leur rendre leur singularité, leur humanité, que d'autres ont voulu anéantir. On les réinscrit dans une histoire. D'une certaine manière, il a renversé le cours des choses. Écrire sur la violence, c'est arracher des griffes du destructeur l'enfant, la femme, l'homme détruit. Ce n'est pas le sauver, ce n'est pas les sauver, c'est juste ne pas les oublier. Et j'ajoute que c'est gifler le destructeur. C'est lui foutre son poing dans la gueule, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Nos textes sont aussi nos armes, que l'on retourne vers ceux qui admettent, qui commettent, qui se taisent face à la violence. Et ça, gifler, souffler, balancer son poing, juste sa main, celle avec laquelle on écrit, avec laquelle on essaye d'écrire dans la face, la gueule de ceux qui commettent ces crimes, qui les couvrent, qui les taisent, oui, ça fait aussi du bien. Donc oui, l'amour n'est pas la chose, mais le mot peut aussi faire l'effet d'une chose. Il peut aussi être aussi efficient et brûlant qu'une balle tirée sur un chef de guerre. C'est ça, écrire sur la violence. Merci beaucoup Laurent, pour votre présentation, et merci de ne pas vous taire et d'écrire cette violence et d'en rendre compte. Sans commentaire, je passe la parole à Jacques Semelin, qui est à la fois historien et politologue, et je crois qu'il n'y avait pas de meilleure manière de terminer, de clôturer ce panel qu'en passant la parole à Jacques Semelin, qui a autant travaillé sur la destruction que sur la résistance civile face à la violence. Voilà. Merci. J'en sais rien si c'est bien terminé par moi, parce que le témoignage et l'analyse de Laurent est très fort. Je voudrais juste rajouter que dans une ancienne vie, j'ai été psychologue et que je me suis réincarné. Effectivement, j'ai eu un double phénomène de réincarnation en historien et en politologue, mais tout va bien, je vous assure. Je vous rassure. Ça me donne des outils pour évidemment analyser ce dont on parle. Donc je vais en donner quelques éléments. Je vais le faire un peu en style télégraphique, quoi.
dans une approche pluridisciplinaire. Écrire la violence, pour moi, c'est d'abord analyser, mettre au jour les processus mentaux et émotionnels qui vont développer cette conflictualité identitaire, ce rapport ami-ennemi dont nous a parlé Carl Schmitt, comme étant à l'essence du politique. Processus cognitif parce que on construit des représentations mentales d'un autre qu'on va voir comme ennemi. Processus émotionnel aussi parce que on dit nous contre eux. Et ce nous peut être au nom de la religion, il peut être au nom d'une ethnie, il peut être au nom d'une vision du politique, peu importe. Ça veut dire que voilà, il va y avoir les protestants contre les catholiques, les sunnites contre les chiites, les Hutus contre les Tutsis, etc., etc. Mais par-delà ce critère religieux, ethnique, politique, ce qui compte, c'est le processus identitaire de conflictualisation qui est engagé, qui est amorcé par ce qu'on appellerait des entrepreneurs identitaires. Qui sont-ils? Souvent des intellectuels, des religieux. C'est eux qui construisent ces cadres mentaux dans lesquels, finalement, une population va pouvoir peut-être se reconnaître. Voyez aussi le travail de l'anthropologue Benedict Andersen, communauté imaginée. Cette communauté, elle est imaginée, mais elle est aussi réelle. Imagine community. Écrire la violence, c'est tenter de comprendre ce mystère de la plasticité de l'homme à détruire son semblable. Et là, je ne peux être qu'en phase avec ce que vient de dire Laurent. C'est la question du passage à l'acte. Des individus pacifiques vont, en quelques jours, parfois en quelques heures, se transformer en meurtriers de leurs semblables. Comment le font-ils? Ils vont dans un processus de socialisation également. Ils sont en bande, ils sont en groupe, ils sont en meute, ils sont en masse. Et ils subissent comme une sorte de métamorphose. C'est un processus humain. Les animaux ne font pas ça. Je sors d'un table ronde avec Boris Cyrulnik. On est tombé d'accord. Il faut parler d'agression interspécifique au sein d'une même espèce. Les animaux ne se comportent pas du tout comme nous. Donc quand on dit, à propos d'un homme qui a été très très violent, il s'est comporté comme une bête, non, 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 il s'est comporté comme un homme. Laissons les animaux tranquilles. Alors comment comprendre ce processus? Par obéissance, par contrainte, par intérêt, par passion et aussi par plaisir. Il y a tout ça dans le passage à l'acte. Alors je vous ai amené un auteur dont on ne lit plus trop en ce moment. C'est Joseph de Maistre, 7e entretien de Saint-Pétersbourg sur la guerre. Bon, alors Jacques me demande de le lire. Je suis désolé, je suis un très mauvais lecteur, mais enfin je vais essayer de vous le faire de le lire. Les caractères les plus doux aiment la guerre. La désirent et la font avec passion. Au premier signal, ce jeune homme aimable, élevé dans l'horreur de la violence et du sang, s'élance du foyer paternel et court, les armes à la main, chercher sur le champ de bataille ce qu'il appelle l'ennemi, sans savoir encore ce que c'est qu'un ennemi. Le sang qui ruisselle ne fait que l'animer à répandre le sien et celui des autres. Il s'enflamme par degrés, il en viendra jusqu'à l'enthousiasme du carnage. Si Laurent lit ce texte, c'est que, en fait, moi, j'ai pas suivi la violence dont vous parlez, mais j'ai suivi une petite violence, c'est-à-dire progressivement, j'ai perdu la vue. Voilà. Mais j'essaie de faire preuve de résilience et je suis devant vous aujourd'hui. Je rajouterai à Joseph de Maistre, pardonnez-moi parce que ça peut faire provocateur, c'est ce mot de l'historien Martin van Cronveld: les hommes aiment la guerre et les femmes aiment les guerriers.
Écrire la violence, c'est aussi parler de la peur. C'est nécessairement parler de la peur. La peur, bien sûr, des victimes, la peur du viol en particulier pour les femmes, et la peur du viol des maisons, comme vous avez parlé, madame. C'est la loi de l'agression. Donc, il faudrait bien sûr développer, je ne peux pas. Mais il y a aussi la peur des combattants. Les combattants peuvent aussi avoir peur, peuvent aussi être effrayés d'être détruits. Et donc, par accident, parfois, ils prennent des initiatives, ils déclenchent la gâchette trop tôt contre des populations civiles. Parler de la violence, écrire sur la violence, ce serait encore parler des rumeurs qui terrorisent les populations, qui leur fait souvent avoir des interprétations fausses de la réalité. Je pourrais vous parler de Marc Bloch et de son travail sur l'anecdote des mains coupées aux enfants au moment de la Première Guerre mondiale, mais j'en ai pas le temps. Je viens à un point encore plus important, c'est écrire la violence, c'est bien sûr décrire, analyser, décycler le processus de déshumanisation de celui qu'on considère l'autre ennemi, c'est-à-dire de l'alter ego en humanité. Il semble bien que l'homme ne puisse pas détruire son semblable sans le reléguer à l'état de rien, à l'état d'animal, à l'état de déchet, à l'état de chose. Et ici, on ne parle pas évidemment que des nazis, on ne parle pas non plus simplement de ceux qu'on appelle les djihadistes, on parle de n'importe qui à travers le monde, quelles que soient les étiquettes politiques ou ethniques qu'on leur applique. D'ailleurs, vous avez subi les violences des Américains en Irak, mais lisez War Without Mercy de l'historien américain John Dewey et vous verrez comment les soldats américains se sont comportés à l'égard des soldats japonais en 1945. Alors je vous ai amené un texte bien européen de cela, qui est extrait qui a été écrit dans la guerre civile espagnole par la philosophe Simone Weil, et c'est une lettre personnelle qu'elle a adressée à notre écrivain Georges Bernanos. J'ai eu le sentiment que les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix. Il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment, ni blâme, on tue. Ou du moins, on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Si par hasard, on éprouve un peu de dégoût, on le tait et bientôt, on l'étouffe de peur de paraître manquer de virilité. Bon, on pourrait développer énormément cette citation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle aussi de l'entourage qui consent. Mais écrire la violence, c'est encore parler des corps, du traitement des corps, de la pratique des atrocités sur les corps, de la torture, bien entendu. Je ne vais pas développer ça, je serai trop long, mais je suis de ceux qui pensent qu'il est important d'écrire sur les atrocités, de les montrer, mais pour les analyser. Après tout, le grand livre de Surveiller et punir de Michel Foucault commence par le supplice de Damien en place de Grève. Et c'est absolument insoutenable. Et ensuite, il en propose une analyse brillante. Écrire la violence, ce n'est pas réduire le discours, l'analyse à la violence. Et ça, je ne sais plus le nom de l'intervenant qui était tout à l'heure par Skype. Oui, il y a aussi, malgré tout, une autre dimension de l'homme, et Joseph de Maistre le pointe lui-même, il y a la compassion, il y a l'entraide, il y a aussi la vie dans la guerre. Mais on ne la voit pas. Qu'est-ce qui se montre à voir? C'est bien sûr la violence, les bombes qui écrasent les cités, les individus, mais de manière
silencieuse. Il y a malgré tout quelque chose chez l'homme qui va dans le sens de l'entraide, de la solidarité. Vous savez, Vassili Grossman, dans son grand livre Vie et dessin, parle de la petite bonté dans cette période horrible du stalinisme. Aldous Huxley parle de décence ordinaire. Et puis notre grand poète Guillaume Apollinaire a cette belle phrase: la bonté, cette contrée immense où tout se tait. Bon, je vais bientôt me terminer. Écrire sur la violence, c'est enfin parler des morts. On a parlé des morts ici, mais pas tant que ça. Or, je pense qu'il est important d'écrire sur les morts, parce que les morts sont toujours présents. Les morts hantent le présent. Ils sont présents dans la mémoire des familles, des communautés, des nations. Alors comment parler des morts? Et c'est compliqué, parce que les morts, ils sont tout de suite récupérés par un certain nombre d'entrepreneurs identitaires, justement ceux dont je parlais en premier, qui vont dire: ils sont morts pour ça. Il faut nous venger. Il faut resserrer nos rangs. Vous voyez, le discours va se refermer sur lui-même. C'est comme une boucle qui se répète. Et les morts, dont tout le monde souffre, dont on mesure la perte, deviennent des otages. Ils deviennent des otages existentiels des vivants, des hommes politiques, des leaders identitaires qui veulent tirer la souffrance et la mort vers leur combat. Je terminerai par ces deux citations, je vous laisse méditer, qui sont, je crois, radicalement opposées. L'un est d'un écrivain, l'une est d'un écrivain et l'autre est d'un historien. Cet écrivain, c'est Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, quand il écrit « L'historien semble en charge de la vengeance des peuples. Néron, donc l'empereur, semble régner en maître, mais Tacite, donc l'historien, est né dans l'Empire. Donc Tacite va prendre la cause de tous les opprimés, de tous ceux qui sont morts par la main de Néron. Et puis vous avez à l'opposé, je dirais, une autre approche de la manière d'écrire sur les morts, c'est celle de Michel de Certeau. L'écriture historique vise à calmer les morts qui hantent encore le présent et à leur offrir des tombeaux scripturaires. Je vous laisse méditer ces deux citations. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement stimulante qui nous permet d'ouvrir le débat et vos questions. Voilà. Donc, alors, on va commencer par le fond et avancer. Il y a une question à gauche, au fond de la salle. Bonjour, Ayane Lafont, étudiante à Sciences Po. Ma question en fait s'adresse à tout le panel. J'ai trouvé ce que M. Larcher a dit sur l'appropriation des processus de travail sur soi après qu'on ait vécu la violence et de réconciliation en fait était très juste. Ça m'a rappelé notamment une scène d'une romancière irakienne, Inarma Koshashi, qui se passe à l'Élysée dans une cérémonie fictionnelle qui honore les réfugiés chrétiens en Orient, où ils oublient notamment la traduction arabe. Donc ça montre à quel point c'est difficile quand on n'a pas vécu ce genre de choses, voilà, de se montrer solidaire. Personnellement, je viens de Djibouti. J'ai grandi en France, donc je n'ai jamais connu la violence, mais toute ma famille a connu la violence. La guerre civile en Somalie, à Djibouti et maintenant au Yémen. Donc ma question à tout ce panel, c'est finalement comment... parce que mis à part le Yémen, il est trop tard finalement pour décrire cette violence, ces événements sont déjà passés.
est déjà raconté par des gens comme vous, Monsieur Larcher. Donc comment se solidarise-t-on des gens qui ont connu la violence, et surtout de manière pudique et respectueuse? Merci. Une question. Deuxième rang, au deuxième rang, s'il vous plaît. Merci. J'ai une question à poser à Faris. Vous nous avez parlé de la libération confessionnelle ou de la culture d'incitation en Irak. Quel est le rôle des différents gouvernements irakiens depuis la chute de Saddam en 2003 à aujourd'hui? Quel est leur rôle à ces gouvernements? Doivent-ils avoir une position neutre, biaisée, d'incitation? Même en Syrie, on connaît une guerre confessionnelle. Les parties irakiennes luttent entre elles à Damas en raison de ce qui se passe à Najaf et à Bagdad et ailleurs. On fait au premier rang. J'ai une question à l'attention de Fares pour ce qui est des choses dont vous nous avez parlé. Vous avez parlé des Ottomans, des Kurdes, des chrétiens, des chiites, des sunnites, etc. L'historien parle de la lutte ottomane en disant qu'elle n'était pas sunnite et chiite, mais une lutte qui a utilisé les deux. Les historiens de Mossoul ou d'Irak ne comprenaient pas le conflit sunnite-chiite tel qu'on le comprend aujourd'hui. L'assyrien, lui, a été armé par les Britanniques par le passé. La lutte entre sunnites et chiites dont vous avez parlé est un conflit qui ressemble au conflit en France sur les différents fromages. On se dispute toujours le bon fromage. C'est une dispute morale, doctrinale, mais ce conflit mental devient un conflit physique. En Irak, aujourd'hui, avant Daesh, nous n'avions pas de lutte islamo-musulmane. Bien au contraire, avant ça, c'était des conflits entre chrétiens, entre missionnaires qui voulaient encourager les uns à rejoindre Rome, les autres à rejoindre d'autres confessions chrétiennes. À votre avis, accepter ce récit raconté en Occident que le conflit existe au Moyen-Orient, alors que personne n'est d'accord sur cette définition du Moyen-Orient. La définition du Moyen-Orient a été lancée par un orientaliste américain. Merci. Alors, peut-être, Laurent, on commence par la question de la solidarité avec les victimes de la violence. Alors là, c'est compliqué parce que si en tant que journaliste, ou je dirais même si on écrit sur ces questions-là, à mon sens, il faut quand même essayer d'acquérir cette distance nécessaire avec les personnes et éviter cette compassion avec les victimes. En tout cas, dans l'exercice de son métier, je ne suis pas envoyé sur une zone de guerre pour exprimer ma compassion avec les victimes, mais pour essayer de décrire ce qui s'y passe, comment les gens le vivent, et je dirais pas que les victimes, mais aussi les bourreaux. Moi, mon travail consiste aussi à aller dans les deux camps. Et je dois, enfin, si c'est possible, quand c'est possible, rencontrer les tueurs, rencontrer le camp d'en face, et les interroger. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, au même titre, et avec la même rigueur, la même distance, la même honnêteté qu'avec les victimes. Ensuite, en tant que personne, bien entendu, mais là c'est un piège, un piège. C'est-à-dire que quand vous couvrez 2, 3, 4 conflits dans l'année,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même aussi... mais j'imagine que c'est la même chose pour ceux qui travaillent auprès dans un hôpital pour les enfants atteints d'un cancer. Enfin, cette sympathie, cette empathie doit être mise à très bonne distance. Sinon, elle vous emporte avec elle. La personne, surtout la personne qui vit dans le malheur ou le tragique, risque de vous attirer à elle et vous sombrer. Donc moi, je reste, et Dieu merci, j'essaye de rester, pas toujours, dans ce livre, par exemple, il m'arrive de plus être totalement dans l'objectivité, parce que j'écris également comment je ressens, la manière dont les entretiens se passent, ce à quoi ça fait allusion, enfin, qu'est-ce que ça réveille en moi. Donc il y a ces difficultés, mais il faut essayer de rester sur cette ligne de crête importante qui est, bon voilà, je suis journaliste, je suis ni un médecin, ni un psychologue, je ne suis pas là pour régler la question, ce n'est pas ma guerre, ce n'est jamais ma guerre. J'essaye juste de rendre compte de ce qui se passe. Ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt dans un travail d'écriture. Là, je peux le faire plus dans un livre, où c'est moins le journaliste qui parle, mais plus l'auteur. Là, en tant qu'auteur, je peux me permettre effectivement de me dire, bah oui, je trouve important de sauver ces victimes de l'oubli ou de l'anéantissement dans laquelle ils risquent d'être condamnés. Mais je m'intéresse tout autant aux auteurs des crimes. Il faut aussi s'y intéresser avec, je dirais, la même humanité. Merci. Donc la question, est-ce qu'ont fait les gouvernements irakiens successifs depuis 2003 pour essayer de combattre le discours de la haine confessionnelle? Et est-il vrai que cette haine confessionnelle a toujours produit des massacres en Irak avant et après 2003? يعني أنا أجيب يعني بوصفي Moi, je réponds non seulement en tant que témoin, mais en tant que personne qui a travaillé sur des programmes, sur des projets. À vrai dire, les gouvernements successifs n'ont rien proposé, n'ont rien donné. Parfois des solutions temporelles qui ne dépassent pas un séminaire, une conférence, une déclaration, une émission de télévision sur une cause précise. Et l'effet de ces démarches est très limité. Et je me rappelle qu'à Bagdad, en 2011, nous avons lancé un projet appelé l'intellectuel et la réconciliation. Et moi, je représentais la délégation de Najaf. J'étais à la tête d'une délégation de plus de 18 personnes qui était composée d'académiciens, d'intellectuels. Et nous avons rencontré la délégation de Anbar. Et ceux qui connaissent l'Irak, Anbar et Najaf symbolisent le conflit sunnite-chiite en Irak. Nous avons dit, bon, donc prenons une initiative. Donc nous avons présenté une initiative qui peuvent être transformées avec des propositions qui pouvaient être transformées en décisions, parce qu'il y avait des juristes aussi dans la délégation. Nous avons présenté notre projet au Premier ministre, mais personne ne nous a contactés après cette initiative, sachant que c'est le Premier ministre, le bureau du Premier ministre, le cabinet du Premier ministre qui a pris cette initiative. Une année plus tard, nous avons demandé au cabinet du Premier ministre, dans tous les journaux, de donner suite à notre demande. Et nous avons republié nos demandes. Il n'y a rien eu. Les gouvernements sont la résultante d'un conflit. La nature du vote est une réponse au conflit et non pas un barrage au conflit. Et ainsi, les gouvernements qui arrivent au pouvoir gèrent dans les coulisses
les conflits et n'y font pas face. Moi, je viens de Najaf et Najaf a un rôle très important dans la politique irakienne et on nous chuchotait souvent que beaucoup de personnalités au pouvoir sont partie prenante dans les conflits. Donc, c'est compliqué ça. Al-Mutanabi, le grand poète arabe, disait il y a un conflit, je me plains auprès de toi alors que toi tu es juge et partie. Donc comment voulez-vous avoir une justice dans ces cas-là? Pour ce qui est pour ce que M. Omar a dit concernant le Séfévide et les Ottomans, il ne fait pas de doute que l'Occident, avec ses intérêts multiples, raconte que le conflit au Moyen-Orient est ancestral pour ne pas avoir à assumer une responsabilité. Ceci est vrai, mais en même temps, il est injuste de dire que le conflit n'est pas enraciné dans l'histoire du Moyen-Orient. Oui, il y a des racines qui peuvent être instrumentalisées par les Occidentaux. Par exemple, le problème des sunnites et des chiites en Irak. Pendant tout le règne de Saddam, on a endormi, on a anesthésié ce conflit. On n'y a pas apporté une solution. Le gouvernement, le régime de Saddam n'a pas proposé une solution. Il a anesthésié ce conflit au service du projet géré par Saddam Hussein. Et il était dans l'intérêt du gouvernement de ne pas laisser les minoritaires présenter des revendications. Et si nous voulons savoir si le régime de Saddam Hussein était confessionnel ou non, il faut que nous nous demandions qui occupait les plus grandes fonctions de l'État. Et quand nous examinons de près l'identité des très hauts fonctionnaires, nous voyons qu'il s'agissait de minorités. Donc, l'Irak, je reviens au conflit séfévide ottoman, l'Irak était le chêne de bataille entre ces deux grandes puissances. Donc, ce conflit s'est répercuté sur le paysage communautaire confessionnel en Irak. Au début du 19e siècle, le conflit sunnite-chiite s'est revigoré grâce à l'instrumentalisation des Séfévides et des Ottomans. Abbas al-Azawi, Ali al-Wardi, vous êtes historien, monsieur, mentionne dans leur livre d'histoire des faits qui affirment que les racines de ces conflits sont historiques. Moi, j'enseigne à l'université et la semaine dernière, j'avais un cours sur le discours islamique. Il y a un problème dans l'histoire de l'islam. Il n'y a pas un discours unifié. Ceci est valable pour toutes les religions, mais il y a des points communs qui unissent les différents courants dans une même religion. Mais ce n'est pas le cas dans la religion musulmane. Il y a un conflit qui va dans beaucoup de détails. Et ces détails-là sont comme la cendre qui couve. Elle peut s'enflammer à
n'importe quel moment. La solution, donc, c'est celle qui se base sur la culture. Il y a aussi la législation, il y a la réforme du système d'éducation et il y a le problème du clergé que nous n'avons pas à aborder. Moi, je demande du haut de cette tribune au gouvernement français et aux intellectuels français d'aider les Irakiens à revoir leur programme pour aider à résoudre cette solution. Celle-ci-là. C'est celui-là? Oui, mais je voulais avoir une question pour Ferhat Alani. Je ne sais pas s'il les entend. Il dit si, ça va. C'est bon, c'est bon. Non, oui. On avait été alerté à son existence par Arte, par ce qui s'était passé à Arte. C'est ça, comme ça qu'on avait connu et été très intéressé par ce qu'il faisait. Je me dis, c'est à destination de nous, mais j'aimerais l'interroger sur le retour en Irak de ce parfum d'Irak et de ce qu'il fait pour nous. Est-ce que ça a un retour en Irak? Puis alors, il y avait un autre point que je voulais aborder. On avait invité, et qui malheureusement n'a pas pu venir à cette table ronde, Ahmed Sadawi, qui a publié un très beau livre qui s'appelle Frankenstein à Bagdad, il y a 2 ans, juste au moment de notre voyage. Et nous avons passé... Enfin, c'est l'un des livres que nous lisions lorsque nous étions à Bagdad. Je l'avais même chippé à mon voisin pour le finir quand j'étais à Bagdad. C'était un livre qui touchait justement à la question du journalisme qui a été évoqué, à la violence et à la vie qui donnait tout de même l'impression d'une vie intercommunautaire, notamment dans son quartier, dans le quartier, qui avait été maintenue jusqu'à une date assez récente et qui s'était effondrée. Donc, comme je vois ce débat qui a lieu entre savoir comment vivaient les communautés jusqu'à une certaine date, je voudrais bien avoir un avis sur le portrait qui est fait dans ce livre. Donc, une question pour Ferhat, puis une question à propos de ce livre et de la vie de Bagdad qui est dépeinte dans ce livre et peut-être aussi sur le journalisme. Peut-être encore une question avant de... Ah, oui. سؤالي هو موجه للمتحدثين عن سوريا والعراق. Je m'adresse aux intervenants qui ont parlé d'Iran et d'Irak. Excusez-moi, l'interprète n'a pas entendu le premier mot. Excusez-moi, l'interprète n'a pas entendu le début de la question. L'interprète n'a pas entendu le début de la question. Je vous demande pardon. À quel point on peut considérer qu'il y a moyen, qu'il y a un espoir de reprendre une vie normale en Syrie et en Irak? Oui, bonsoir. Ceux qui sont responsables d'atrocités et de crimes, même quand c'est une violence prétendue légitime, ils ont tendance à cacher les faits. Pendant l'embargo en Irak, il n'y a pas eu de journalistes pendant au moins 5-6 ans qui ont fait des reportages avec la population de 91 à 96. Le 13 février 92, quand il y a eu le bombardement sur Ameria, entre 400 et 600, 700 morts, carbonisés par 2 bombes américaines, la journaliste a été censurée pour la première fois de sa vie, Isabelle Bechler. À Baghouz, ces jours-ci, j'ai lu que tous les corps, tous les cadavres sont évacués avant qu'on laisse rentrer les journalistes.
Voilà, donc dans tous les cas de ces conflits, le responsable principal essaye de supprimer les images sur ce qui se passe. Okay. Alors, je passe tout de suite la parole à Ferhat pour qu'il puisse répondre à la question qui lui a été posée, du professeur Compagnon. Ferhat ? Oui, merci beaucoup pour cette question. D'abord, je tenais à préciser que la démarche première de ce livre, de ce témoignage, était justement d'essayer d'apporter un éclairage sur une période qui a été très peu couverte, c'est-à-dire l'Irak déjà de pré-embargo, donc celui que j'ai vu en 89, et celui de l'embargo. Et les retours justement de la plupart des Irakiens qui ont pu voir la série, parce qu'elle est aussi traduite en anglais et en arabe, les premières réactions étaient de me remercier de parler d'une époque qui n'est pas ou a été très peu traitée, notamment, encore une fois, parce que l'image que l'on donne l'Irak, et je ne parle pas seulement des médias, mais l'image qui est véhiculée autour de la situation en Irak ne vient uniquement que de l'après 2003, en fait, que de l'invasion américaine. Et il est évidemment très important d'en parler, mais les retours sont ceux-ci. C'est d'abord témoigner dans son intégralité de la situation en Irak, et notamment aussi parce que si on veut comprendre la situation aujourd'hui, il faut évidemment revenir en arrière et aller à la source de différentes thématiques, et notamment la violence. C'est pour ça que j'insistais aussi sur l'origine de la violence qui, à mon sens, et d'après ce que j'ai vu et entendu de ma famille et des Irakiens, vient évidemment de bien plus longtemps que la période de Saddam Hussein. Et pour insister aussi sur cette thématique de la violence, elle existe d'abord dans les mots, d'abord dans la sémantique. Et on le sait, que ce soit en Irak, au Rwanda ou ailleurs, ce sont d'abord les mots qui tuent. Et il y a donc un besoin dans ces pays en guerre ou dans ces pays qui essaient de se reconstruire après la guerre, il y a un besoin de prise de responsabilité, presque d'un projet sémantique, d'un projet qui serait une sorte de contre-pouvoir et qui demanderait des comptes aux organes ou aux personnes qui emploient des sémantiques violentes, une sémantique qui dénonce ou qui désigne l'autre. Et cela n'a pas été le cas, en l'occurrence en Irak, depuis 2003. Lorsque l'armée américaine est intervenue, l'une des premières mesures, celle de Paul Bremer, l'administrateur à l'époque, a été de démanteler toutes les institutions irakiennes, ce qui a créé un vide à la fois politique, judiciaire et sécuritaire, et donc qui a laissé le champ libre à un discours propagandiste émanant de plusieurs courants, qui soient religieux, politiques, et qui ont véhiculé de la haine, encore une fois pour désigner l'autre, en l'occurrence sunnites, chiites, arabes, kurdes, etc. Et donc la nécessité de témoigner et surtout de contrebalancer cette information et de dire, en tout cas c'était mon cas, de ce que j'ai vu, qu'il n'y avait pas d'importance à l'époque si l'on était sunnite, chiite, arabes, kurdes, chrétiens, musulmans ou autres. Et donc c'est un rappel, je l'espère, nécessaire pour construire l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure je crois qu'il y avait une question sur l'espoir, les espoirs, notamment en Irak et en Syrie, mais en tout cas moi le seul espoir que j'ai en Irak, c'est cette nouvelle génération d'Irakiens qui ne fuit plus le pays, qui ne veut plus fuir, et qui tient à reconstruire non pas les rues et les bâtiments seulement, mais l'identité irakienne. Qu'est-ce qu'être irakien aujourd'hui? Et ça passe évidemment par un mot qui est devenu tabou en Irak, en tout cas depuis 2003, c'est la citoyenneté. C'est aussi ce concept de capital social, je crois que Bourdieu avait employé et qui avait été ensuite élaboré par un sociologue américain, un politologue qui s'appelle Robert Putnam, le capital social qui permet dans une société, à travers différents réseaux sociaux, de transcender les différences et de mettre en commun l'identité. Et je pense que la jeunesse irakienne aujourd'hui,
Les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui veulent se sentir irakiens avant tout. J'en suis persuadé, et puis c'est ce qu'ils me racontent, en tout cas quand je vais en Irak. Et donc je pense que ça passe par là, par refonder l'identité irakienne. Merci Foulab, qui a partiellement donc répondu aux deux questions sur la coexistence, peut-être, oui, et la question de l'espoir. Qui sont aujourd'hui les porteurs de cet espoir? Avant de passer la parole aux Irakiens pour répondre, pour revenir éventuellement aussi sur la question de la coexistence et de l'espoir. Je voulais dire aussi. Et ensuite, très rapidement, mais vraiment des réponses très courtes ou des commentaires très courts, parce que Monsieur Semelin souhaite également intervenir. En réponse à la question sur la façon de traiter avec la façon dont les autorités ont traité les journalistes pendant les périodes de conflit. En Irak, quand il y a eu le conflit confessionnel, tous les étrangers étaient visés et il y avait des journalistes qui travaillaient à partir de leurs hôtels qui étaient protégés par les autorités irakiennes et ils faisaient appel à des médiateurs locaux qui leur faisaient parvenir les secrets, les images, les informations. Ils faisaient diffuser toutes ces informations prétendant qu'ils étaient eux-mêmes à l'origine de ce qu'ils fournissaient comme images et informations. Donc, et en général, l'étranger est mieux accueilli par les autorités irakiennes que le journaliste national. Moi, en tant que journaliste irakienne, je n'ai jamais eu le droit d'interviewer, d'entretenir avec un responsable de haut niveau irakien, mais ceci est possible pour un journaliste étranger. Je réponds à la question de notre collègue de Djibouti, de la solidarité envers les victimes. En Irak, la meilleure solidarité est celle qui vient de ceux qui ont une identité différente de celle de l'identité de celui qui a été victime ou qui est victime. Et cette démarche s'est répandue en Irak et actuellement les jeunes incitent à respecter, cultiver cette diversité et à autoriser tout un chacun de défendre sa pensée, sa religion librement. Et moi, je considère que ceci est un espoir et j'ai été témoin de cet espoir. Et comme l'a dit Monsieur Compagnon, qui est venu en Irak, il a vu lui-même il a pu percevoir cette histoire. Nous vivons des événements au quotidien qui nous donnent l'espoir. Nous sommes très attachés à reconstruire notre pays, un pays où un citoyen respecte l'autre citoyen. Jacques. C'était en réaction. En réaction à Farouk, je crois. Pour ce qui concerne ce qu'il a dit, les mots tuent. Disons que je nuancerai cette expression, c'est-à-dire que les mots, oui, bien sûr, ils peuvent anéantir l'humanité de l'autre. En même temps, les mots n'ont pas la gâchette. Donc, il s'agit que les mots soient accompagnés intégrés, insérés dans un État ou dans un organisme paramilitaire qui va mettre en œuvre le projet de l'anéantissement ou de l'humiliation.
voyez, c'est important de garder cette distinction entre ce qui relève de la propagande, de l'imaginaire, proprement du politique et de l'armée. Voilà. Et puis, sur le projet de citoyenneté, comment ne pas être d'accord? C'est d'ailleurs, je crois, au centre du texte qui nous a réunis aujourd'hui. La citoyenneté au-delà des communautés, au-delà des groupes identitaires. Moi, je souhaite y croire, et c'est pourquoi, d'une certaine manière, c'est une raison pour laquelle je suis ici. Mais je suis désolé de ramener la question des morts. On ne peut pas oublier les morts. Et donc, ils sont présents dans tous les groupes. Et c'est en fait un appel à une réflexion commune. C'est-à-dire, moi, j'aimerais en savoir davantage dans l'approche de Farouk, ou de vous autres aussi, sur cette question. C'est-à-dire comment les morts qui doivent exister dans tous les groupes, dans toutes les communautés, je ne sais pas comment les appeler, comment cette mémoire-là va être secondaire ou mis de côté ou intégré, je ne sais utiliser les mots, pour aller vers le projet politique de la citoyenneté. C'est ça qui me travaille, en fait, qui me questionne. Parce que, pour prendre un exemple, puis je m'arrêterai là, que je connais mieux, c'est-à-dire la Bosnie, la Yougoslavie, les morts n'ont fait que creuser des fossés entre les groupes, entre les communautés. Il y a un usage politique de la cruauté. On a eu plusieurs textes là-dessus. Donc je me dis qu'il y a pu y avoir aussi un usage politique de la cruauté en Irak. Et donc ce projet politique, si important, si puissant soit-il, que je serai le premier à porter, je me demande toujours comment il peut m'être mis en œuvre avec l'oubli. Bien sûr, il y a la question de l'oubli, comme on a fait au moment des guerres de religion en France, mais ça n'a pas très très bien marché. Donc voilà, c'est plus une volonté de poursuivre une réflexion commune. Une minute, Laurent, vous souhaitiez rajouter quelque chose sur la censure? Oui, c'était pour répondre à l'interpellation de monsieur sur le journalisme, ces crimes qu'on efface, etc. 4 petits points. D'abord, évidemment, ceux qui commettent des crimes, notamment des crimes de masse, ne veulent pas. Leur intérêt, c'est qu'on ne le sache pas. C'est moins il y a de la lumière, plus, je dirais, plus le crime est parfait. Ça, c'est évident. Et en plus, ils ont les moyens, évidemment, de nous empêcher d'aller sur le terrain. Cependant, on peut quand même. Il y a, je dirais donc 3 choses. On peut ruser. On peut ruser. Vous parliez tout à l'heure de l'embargo en Irak. Moi, j'ai fait des sujets en Irak dans les années 90 sur l'embargo. Évidemment, je ne suis pas allé en disant je suis journaliste, mais je suis passé par des canaux, peu importe lesquels, mais j'ai pu écrire ce que c'était qu'un embargo, ce que c'était que l'hôpital des enfants là, à Bagdad. J'ai vu toutes ces salles où les gosses crevaient, tout simplement, mais aussi comment le régime instrumentalisait l'embargo à sa propre fin. Donc il y a quand même des moyens de ruser. La question de la censure, oui, il y a des censures, mais je pense, en tout cas pour la France, moi, je ne l'observe pas vraiment, ces censures, quand on ramène des sujets sur ce type de choses. On ne nous interdit pas de les publier. En tout cas, ce n'est pas mon expérience et je n'ai pas entendu parler de ça. Sauf qu'effectivement, le gouvernement nous empêcherait ou ferait tout pour qu'on ne montre pas les morts dont ils sont responsables. Je pense notamment à la guerre que la France conduit au Sahel, l'opération Barkhane. Je n'ai pas le droit de diffuser des photos d'images, non seulement des soldats français morts, et aussi, je dirais, de ceux qu'on a tués. Ça serait très difficile, et je pense que le journal qui ferait ça, mon journal, aurait de sérieuses difficultés avec le pouvoir en place. Sachez d'ailleurs que la haute autorité, le CSA, a sanctionné une émission d'envoyé spécial qui avait osé montrer quelques corps en 2013 à Gao, suite à l'opération française. Donc oui, il y a quand même une question qui se pose autour de là, c'est les morts dont la France, entre guillemets, est responsable et dont est victime aussi. Pareil, vous n'avez pas vu d'image des morts du Bataclan, par exemple. Ensuite, quand on a vraiment des situations de guerre très dures, où le pays est très fermé, je pense par exemple au Yémen, ou en Érythrée, ou aller en Corée du Nord,
J'ai quand même, la Corée du Nord, un des pays les plus fermés du monde. Nous avons à la Croix un journaliste qui a pu quand même s'y rendre. Il y a quand même moyen, encore une fois, de ruser les choses. Et puis, il faut du temps. Alors, juste une petite anecdote. J'étais à Bayeux. Vous savez, chaque année à Bayeux, on remet un prix aux correspondants de guerre. J'étais en octobre cette année. Et pour la presse écrite, celui qui l'a obtenu, c'est un très grand journaliste du Monde qui s'appelle Jean-Philippe Rémy, pour une série qu'il a fait au Yémen. 3 pages, enfin une série sur 3 jours dans Le Monde, magnifique. Et c'est le seul journaliste français à avoir pu faire ce travail sur la guerre au Yémen. Et donc avec Jean-Philippe, j'ai été le voir et je lui ai dit, mais Jean-Philippe, comment tu as fait pour rentrer dans ce pays? Dis-moi comment tu as fait. Et il m'a dit, c'est simple, Le Monde m'a donné 1 an et demi. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils ont décidé de couvrir le conflit et le moment où il a pu y rentrer, il a eu 1 an et demi pour le faire. Donc il faut des moyens. Il faut aussi une rédaction, des titres qui nous donnent les moyens, le temps, l'argent pour le faire. C'est possible, mais c'est extrêmement contraignant, c'est extrêmement lourd. Peu le peuvent. Donc là, il y a aussi une question, je dirais, sur laquelle il faut s'emparer. Est-ce qu'une démocratie, une société, donne les moyens à ces médias de pouvoir traiter ces questions-là dans le temps, à hauteur des exigences du terrain? Et je terminerai sur la dernière point. On montre les crimes aussi. Mais parfois, on ne veut pas les voir. C'est exactement la question du Rwanda. Je veux dire, personne n'ignorait la mort des Tutsis pendant le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin 1994. C'est le premier génocide qui a été quasiment médiatisé en direct. Le problème, c'est que parfois, on sait qu'il se passe une chose aussi horrible que celle-ci, mais on ne veut pas y croire. Et là, c'est plus du tout la faute du journaliste, c'est une question qui est celle du corps social. Pourquoi cette difficulté de ne pas croire ce que l'on sait et de ne pas voir ce que l'on voit? Merci à tous les intervenants. Merci Forat d'avoir été avec nous. La pause café et on se retrouve. Les intervenants peuvent descendre au même endroit que ce matin et on se retrouve dans un peu moins d'une demi-heure pour savoir comment en sortir. Voilà. Merci.